Bon, heureusement qu'on est parti de Cadouville. Version différente. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on reprend notre route vers l'ouest. On avait choisi de partir vers l'ouest parce que on a une grosse hésitation sur un gros doute sur la possibilité de passer au Chili. Donc on veut épuiser toutes les possibilités qu'offre l'Argentine dans sa partie centrale et notamment dans une région qui est assez réputée, assez touristique, qui s'appelle la région des lacs autour de San Carlos de Bariloche. Cette idée, elle s'est pas prise à cause du climat parce que les prévisions météo n'étaient pas très bonnes. Elle s'est plutôt prise malgré le climat qui nous promettait un peu la pluie et des nuages. Donc quand on est arrivé dans cette zone, on a passé notre temps à essayer de slalomer, à regarder avec un peu d'angoisse les prévisions du jour pour le lendemain, pour essayer de trouver un espace sans trop de pluie. On a à peu près réussi, mais on garde, à la fin de ce passage, on garde quand même l'image des lacs sous les nuages, d'où le titre de la vidéo. Alors ça a commencé par une grande transversale qui nous a pris une bonne journée, qui est la Nationale 25. On avait vraiment de très jolis paysages. Joli paysage de montagne, un peu inattendu parce que pour nous c'était juste, en fait on prenait cette route pour des raisons pratiques, mais on a eu notamment un très joli bivouac, tout à fait isolé, du genre de ceux qu'on aime, et alors ça faisait un peu contraste avec les bivouacs précédents ou les zones précédentes qui étaient plus touristiques. Là on avait vraiment le sentiment de renouer avec la vie sauvage, même s'il n'y avait pas beaucoup de faune. On a eu la visite, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, on a eu la chance de voir un petit tatou. Alors on en a vu plusieurs ensuite, et la façon dont ça se présente, c'est qu'on est en train de rouler à 70, 80 sur la route, et d'un seul coup au loin, on voit une petite bête qui traverse la route. Alors on s'arrête. En fait, c'est un peu comme les hérissons chez nous, c'est-à-dire qu'on en voit quand même beaucoup qui se font écraser. Il y en a qui se font écraser. Donc quand on voit quelque chose traverser, on est toujours très attentif. C'est-à-dire on le signale éventuellement aux autres automobilistes pour limiter les risques qu'ils soient écrasés par d'autres. Et parfois on a la chance de bondir en dehors de la voiture, de l'approcher, de faire quelques dizaines de mètres à pied ou en courant légèrement, et de voir l'animal de près. Donc celui-ci c'était un petit. Voilà, alors ils ont des comportements plus ou moins différents, et certains vont fuir, d'autres vont se blottir plutôt, et se laisser approcher pour une petite séance photo bien sympathique. Et quand on est reparti, on a pris de l'essence et on a rencontré un Argentin qui nous a dit qu'il revenait du parc de Los Alerces et que c'était absolument fabuleux et qu'il nous conseillait vivement d'y aller. Donc on s'est dit pourquoi pas. Ouais, alors il faut savoir qu'on n'utilise pas vraiment de guide, genre guide du routard ou guide de Lonely Planet. On a une version PDF de l'un des deux, je ne sais même pas lequel c'est. On regarde occasionnellement, mais on se laisse plutôt guider par les informations qu'on glane en cours de route. Et là, ça nous semblait bon à prendre. En l'occurrence, on a eu tort, parce que finalement, ce parc nous a pas ébloui. Non. Il y avait beaucoup de monde. Les pistes étaient poussiéreuses. Tu te souviens? Ouais, piste en assez mauvais état, pas dramatique, mais du genre quand même à fatiguer un peu la mécanique d'Oscar, à nous mettre de la poussière, et pour pas grand chose. Alors là on a été trompé, c'est qu'on n'a pas tout à fait la même hiérarchie de préférence que les Argentins, et on est toujours en très haute saison des vacances argentines. Donc ces espaces, en fait, toute la région des lacs va être un petit peu sur la même tonalité, avec beaucoup de touristes locaux qui s'extasient devant le spectacle local. Et pour nous, c'est un tout petit peu décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre et par rapport aux commentaires dithyrambiques qui sont faits. Donc le parc Los Alerces, c'était un petit peu cette histoire-là, mais ça s'est poursuivi ensuite. On a pris notamment la route la plus connue des environs, qui s'appelle la route des 7 lacs. Et on a surtout vu qu'il y avait des voitures presque à touche-touche les unes après les autres. On a du mal à arriver au point de vue. En fait, ils font ce qu'ils peuvent, mais les points de vue sont mal placés. Donc on voit des jolis paysages, et quand on a le droit de s'arrêter, d'abord on a du mal à se garer parce qu'il y a plein de monde, et ensuite c'est pas la meilleure vue. Ouais, tout le monde veut absolument se selfier devant la vue en question.
Donc c'est un côté un peu déprimant. La chose intéressante qu'on a faite dans cette zone, c'est qu'on a pris des autostoppeurs. Ça paraît un peu bizarre que dit comme ça, mais il y a pas mal de stoppeurs et ça c'est plutôt un côté sympathique. Il y a plein de jeunes. Ils sont très jeunes. Avec des sacs à dos. C'est des Argentins pour la quasi-totalité. Et alors comme il y a plus de stoppeurs que de gens qui les prennent, ils sont super contents quand on les dépanne. Thank you so much, so much. We are so De nada. thankful. De nada, de nada. So grateful. Thank you very much. You guys are the best. You know, the world needs more people like you. Seriously, you guys are amazing. Delightful. So Non, et puis aussi ce qui était bien, c'est que la première nuit, alors d'abord c'est difficile de faire du camping sauvage, c'est autorisé mais il n'y a pas beaucoup de place et c'est vraiment en bord de route, donc il y a quand même du passage, alors qu'il s'arrête dès qu'il commence à faire nuit et qui ne reprend qu'au petit matin. Mais qui n'a pas de charme. Mais qui n'a pas de charme, sauf que nous on a eu un petit renard, un renardeau c'est sûr, et il était mais vraiment mignon. C'était comme un petit chien en fait, je claquais sur mes cuisses comme ça, et il arrivait avec ses petites pattes comme un chiot. Et ensuite j'ai pris un petit caillou pour lui lancer, et il est venu pour le chercher, donc ça c'était vraiment... Ce qui est bien de manière générale, super bien. Ce qui est bien d'une manière générale avec la faune, c'est que ça vient toujours comme une surprise. On a eu 2 autres surprises dans la même, à peu près à quelques jours près. Des nandous. Alors des nandous, on en voit assez souvent au bord de la route, mais c'est amusant quand ils se mettent à courir, par exemple, ou quand ils sont dans un groupe bien éclairé. Les nandous, c'est ces sortes d'émeux ou de petites autruches locales. Ils sont assez farouches et en général, ils s'approchent pas trop des voitures, mais on les voit comme ça, de manière aléatoire. Et puis on a eu une très belle scène de cerfs qu'on a vu quelques jours plus tard dans la montagne, et ça je pense qu'il y a peu de gens qui ont la chance de voir les cerfs aussi bien que nous. C'était une fin de journée et ils étaient juste là, il fallait être là exactement au bon moment pour les voir aussi bien qu'on les a vus. Sur la route aussi on a traversé un endroit où il y avait plein de producteurs de framboises et qui vendaient leur production, sauf que nous c'était pas le moment des framboises. Donc on s'est arrêté dans une jolie petite boutique où on a pris un smoothie qui était super bon, et on a acheté du miel pour nous donner plein de force. Et sur cette route aussi on a vu beaucoup d'incendies. Vraiment ça brûlait de tous les côtés. Et d'ailleurs quand on est repassé, je sais pas, 4-5 jours plus tard, on s'est arrêté de nouveau à la petite cabane qui vendait des framboises, et elle nous a dit qu'elle pouvait pas faire de smoothie parce que le groupe électrogène marchait plus, mais je pense que c'était à cause des incendies. Alors les petites villes de référence, les villes touristiques qui sont quand même d'assez grande taille, c'est San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, et quand on s'éloigne un petit peu, on trouve un endroit qui est moins fréquenté, donc qui correspond davantage à nos attentes, autour du volcan Lanín. C'est le parc Lanín, et là il faut faire une piste assez dure pour aller le long d'un lac, tout au bout de la piste, voir un beau volcan qui fait comme un cône surmonté d'un dôme enneigé. Et notre grande angoisse, puisqu'il y avait beaucoup de nuages, c'était est-ce qu'on verrait bien le volcan, et il a mis du temps à se dévoiler, mais il s'est effectivement dévoilé. Donc on a été assez content de cette vue-là. Donc en revanche, on a fait une marche qui était pas exceptionnelle, elle était plutôt paisible. On était dans les bois et il y avait un torrent qui coulait le long de... Oui, mais c'était une petite marche d'entraînement, moi je dirais maintenant. Bah oui, il faut savoir que Isabelle ayant un problème d'orteil cassé, on avait la crainte qu'elle ne puisse pas marcher lors des semaines ultérieures où on devait faire en principe de la randonnée beaucoup plus sérieusement. Donc c'était plutôt une marche pour tester un petit peu pour tester la marche d'Isabelle. Et bon, ça s'est bien passé, mais on n'a rien vu d'exceptionnel. Pour rentrer du parc Lanín en passant par le village qui donne accès, qui s'appelle Junín de los Andes, on a choisi de ne pas reprendre la route des 7 lacs, mais une route un peu plus roulante. Il y a davantage de camions et beaucoup moins de touristes, qui nous a offert de très beaux paysages, un peu inattendus, et c'est amusant et paradoxal. Finalement, c'est là où on ne les attendait pas qu'on a eu les plus belles vues sur les montagnes, sur les lacs.
et notamment sur des sommets déchiquetés qui étaient tout à fait étonnants, qui créaient comme des liserés de roches aux formes géométriques surprenantes. Donc ça, c'était une bonne expérience, et cette route, qui s'appelle la route 237, nous a amené à San Carlos de Bariloche. San Carlos de Bariloche, qui est le centre touristique de toute cette région-là. Et là, on a fait une toute petite halte où on a fait un tour de téléphérique pour avoir une vue sur Bariloche. C'est inattendu parce qu'on n'aurait jamais fait ça tout seul. C'est hyper cher. Ça nous a coûté pratiquement 20 €, c'est notre budget de 2 jours pratiquement. Et puis on ne sait pas ce qu'on va voir, mais j'espère qu'on n'aura pas la tête dans les nuages. Wouhou! Et pourquoi on est là? On est là parce qu'on a retrouvé notre petite famille de Français, là, de jeunes Français. On a retrouvé notre petite famille de jeunes Français, voilà, qui était arrivée la veille par rapport à nous à Montevideo. On voyait le lac et la ville et l'orage qui grondait au loin. Et alors, quand on est en haut du téléphérique, il y a un truc vachement surprenant, il y a un musée. On a parfois du mal à comprendre les codes touristiques argentins. Alors ce qui est bien, c'est qu'on sent que c'est fait plus pour les Argentins que pour les extras, enfin, les étrangers. Mais pourquoi il y a un musée consacré à Michel-Ange là-haut, avec des statues monumentales, on n'a pas bien compris. Mais dans le même ordre, on n'a pas filmé du tout, mais on peut se faire filmer avec ou prendre en photo avec un Saint-Bernard, ça coûte assez cher. Il y a un Saint-Bernard qui est à poste toute la journée, et qui pose avec des touristes, qui leur fait des petites léchouilles dans les oreilles. Et ça, c'est apparemment une activité très populaire. Le soir même, on a quitté cette région sans beaucoup de regrets. On est content de l'avoir fait, surtout parce qu'on sait qu'on a de bonnes chances de ne pas y retourner. C'est une région qui n'a pas été vraiment à la hauteur de ce qu'en disent les guides touristiques de notre point de vue. Et on a slalomé comme les circonstances le commandaient, entre la pluie et les nuages. On a vu les lacs avec des couleurs variables, et on a repris la route vers une toute autre aventure qui promettait d'être plus ensoleillée et surtout plus sauvage. Le dernier bivouac en particulier nous a amené à un bord de lac où on était absolument tout seul, où on a pu faire un petit peu de drone. Et on retrouvait ce sentiment de liberté et de solitude qu'on aime bien. Et dans toute l'Argentine, on peut voir sur les bords de route des petits sanctuaires, enfin c'est des petites cabanes rouges toujours, qui attirent l'œil. Et on avait déjà vu ça la première fois où on était venu, mais sans creuser. Donc là on a cherché un peu ce que c'était, et en fait il s'avère que c'est un hommage au Gauchito Gil. Alors il s'agit d'un personnage légendaire qui s'apparente, si on veut faire simple, un peu à Robin des Bois. Les gauchos sont importants dans l'imaginaire collectif argentin. C'est une figure qui est une figure de liberté, d'indépendance, de vie rude et sauvage. Les gauchos ne sont pas des enfants de cœur, hein. Ce sont des gens assez durs au mal, solitaires, solidaires entre eux, qui vivent un peu. Moi je fais une comparaison un peu avec l'imagerie des gitans en Europe, qui sont fiers, parfois violents. Et il y a un d'eux, pour des raisons peu explicables, qui est passé à la postérité, qui s'appelle Gauchito Gil, qui est mort dans des circonstances violentes, comme sa vie le promettait, c'est-à-dire qu'il est mort égorgé, tout simplement parce que les forces de l'ordre cherchaient à le tuer par balle, mais il était, ça c'est la légende qu'il dit, il était résistant aux balles, donc ils ont eu comme seule ressource de l'égorger. Et qu'est-ce qu'il a fait de bien, ce Gauchito Gil, dans sa vie? Mais pas grand-chose. Il était juste issu du peuple. C'était un homme simple. Il était pieux. Il révérait, lui, un autre saint, dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, à la limite. Et il a eu une vie
brutale et pure. Et ça correspond à l'idéal. Il faut comprendre que l'idéal argentin est très épris de liberté. Hein, la notion de libération, de liberdad, elle est toujours présente. Et c'est aussi une figure populaire. Et c'est pour ça qu'il attire une dévotion populaire. Et cette dévotion, elle est presque auto-entretenue, c'est-à-dire qu'au départ, elle a commencé par juste 2 ou 3 niches en bord de route, et puis j'imagine que parmi d'autres dévotions possibles, d'autres superstitions, elle a véritablement pris un essor considérable. D'ailleurs, les autorités même religieuses ont du mal à savoir comment faire. Est-ce qu'il faut reconnaître le Gauchito Gil comme un saint ou pas? En fait, choisir de ne pas le faire, mais de faire des concessions mineures en fait aux croyances populaires. Et on retrouve le même phénomène avec un personnage qui est voisin, qui est celui de la Difunta Correa. C'est pareil, c'est l'histoire d'une femme, d'une sorte de paysanne qui est morte. Alors là, c'est pas rouge, c'est plutôt blanc. Oui, on les distingue bien sur le plan du code couleur en bord de route. Mais quand on regarde en fait ce que c'est Difunta Correa, c'est une femme qui est morte et qui a essayé de protéger son enfant qui serait mort en fait le lendemain. Et il y a un problème apparemment de faim et de soif. En vérité, le contenu de la légende n'a pas grande importance. D'ailleurs, il y a des versions contradictoires. C'est pas la peine de chercher à interpréter trop le fond. Ce qui est intéressant, c'est qu'en phénomène social, c'est quelque chose qui fonctionne encore. C'est-à-dire que les petits sanctuaires sont entretenus et la plupart du temps, c'est des petites cabanes isolées sur le bord de la route, comme parfois on peut voir chez nous malheureusement quand il y a des morts sur le bord de la route, avec des croix, bon. Mais parfois ça prend une ampleur où ça recouvre une colline. Il y en a un, puis 2, puis 10, puis 20, puis 100. Et alors il leur apporte, alors il y a de tout dedans, donc il y a de l'eau, beaucoup. Il y a toujours des fonds de bouteilles, alors de jus de fruits, de bière, il y a des endroits où on peut mettre les cigarettes, et puis alors après c'est tout. Tout est n'importe quoi, c'est-à-dire des machines à laver, je sais pas, enfin, des vêtements. C'est à la limite de la décharge, mais de la décharge organisée, c'est-à-dire qu'on va regrouper, par exemple, s'il y a plusieurs boules, par exemple, on va mettre plusieurs boules ensemble pour faire un petit Ou alors si c'est une machine à laver, on va la peindre en rouge. Il peut y avoir ça. Et puis en plus, la machine à laver, la caisse sert de sanctuaire, donc ça c'est pratique. Donc c'est assez surprenant. Je ne sais pas ce que ça dit de la mentalité argentine, mais au moins c'est un élément de folklore vivant. Ça c'est incontestable. Bien, je crois qu'il est temps de vous laisser. On se retrouve bientôt quand on aura le temps de faire la vidéo sur la route du Sud. Oui, alors après cette étape, cette semaine, lac et nuages, qui était pour nous un peu, on va dire, une phase intermédiaire. Alors là, on n'a pas eu de chance avec le temps, c'est vrai. Mais c'est pas grave. On va se rattraper ensuite. Parce que la chance, elle a tourné et on a eu super beau pour la suite. Donc c'est le principal. Pour nous, la suite, en fait, c'est d'un niveau au-dessus. Ça correspond beaucoup plus à nos attentes. Et on va dire que là, on ouvre les portes du grand sud patagonien. Et voilà. Et maintenant, on est dedans et on l'a vécu. Et donc, c'est un niveau au-dessus. À la semaine prochaine. Au revoir.